La parole est à toi, Hervé. Merci Laurent. Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça va. Voilà. Voilà, donc Laurent m'a demandé de présenter les activités OLAS sur des techniques d'imagerie radar. Donc je vais faire ça pendant une dizaine de minutes, c'était la mission. Et puis mon collaborateur Dominique Henry ira plus dans les détails techniques sur les approches que je vais présenter en essayant d'illustrer au maximum ce que l'on fait, la problématique et l'état de l'art. Euh, je passe le slide suivant. Voilà, très rapidement, notre groupe OLAS, le groupe Micro et Nano Systèmes pour les communications sans fil, ce groupe a été créé il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, il compte 19 membres, dont 5 permanents, 2 maîtres de conférence, un directeur de recherche du CNRS et 2 professeurs d'université. Nous avons 4 post-doctorats, 8 doctorants et 2 personnes en collaboration avec l'industrie qui viennent travailler avec nous sur des sujets très spécifiques. Voilà, ça c'est pour notre équipe. Ensuite, concernant les aspects techniques d'imagerie radar, on adresse en fait 3 domaines essentiellement dans notre équipe. L'Internet des objets. Alors, l'Internet des objets, ce domaine scientifique-là, vraiment est pris dans un domaine très spécifique, celui de la lecture à distance des capteurs passifs, c'est-à-dire non alimentés, sans puce, sans circuit intégré et sans fil. Donc, le radar est utilisé, les technologies radar et polarimétrie, que je vais y revenir, sont utilisées. Je crois, Jean-François, que tu n'as pas coupé ton micro, peut-être. Ah oui. Merci. Voilà. Et, donc, ça, c'est la première chose. Je donnerai quelques illustrations des résultats récents qu'on a obtenus dans ce domaine. L'autre domaine que l'on adresse, toujours avec les mêmes approches radar que je vais décrire, c'est l'agriculture de précision. Et là, essentiellement, on travaille sur l'estimation de rendement d'espaces agricoles, donc viticoles essentiellement, avant récolte. Et le troisième domaine, toujours avec les mêmes approches scientifiques, c'est le domaine de l'éthologie, donc le comportement animal, où là, on se propose de détecter à distance les trajectoires d'insectes volants. Bon, on a commencé avec des bourdons, je donnerai quelques exemples, avec des spécificités de cette technique-là par rapport à l'état de l'art, que je positionnerai également. Donc, je passe au slide suivant. D'abord, un slide sur le matériel qui est utilisé dans toutes ces études-là dont je viens de parler. On utilise des fréquences micro-ondes et dernièrement davantage millimétriques, dont 60 gigas, 77 gigas et 122 gigas. De la modulation de fréquences à ondes continues, ce qu'on appelle des chirps. On fait du balayage de faisceaux, mécanique essentiellement pour l'instant. Pour les applications visées, c'est largement suffisant. Et ensuite, on fait des analyses polarimétriques, c'est-à-dire on envoie une polarisation verticale et on regarde le champ rétrodiffusé dans la polarisation, en copolarisation et en cross-polarisation. Et à partir de là, on calcule des estimateurs statistiques des grandeurs qui nous intéressent. Alors, des radars, effectivement, comme le disait Laurent, qui existent dans le commerce, en partie, puisque du balayage, on n'en trouve pas vraiment en ondes millimétriques, donc il faut adapter des solutions radar existantes sur étagère en mettant, eh bien, ici, par exemple, un réflecteur parabolique avec un pan tilt pour faire du balayage de faisceaux. Ici, un réflecteur métallique tournant pour faire du balayage du faisceau dans l'espace. Et également ici des lentilles électromagnétiques pour avoir des propriétés de rayonnement très particulières. Donc, par exemple, ici, cette lentille est utilisée en émission, donc en polarisation verticale. Vous voyez, à côté, on a rajouté 2 cornets, un en polarisation verticale et l'autre en polarisation horizontale pour faire un petit peu de polarimétrie. Bon, évidemment, le radar de base ne permettait pas de faire ça, donc on a fait un petit peu de mécanique pour faire ça, pour traiter ces problèmes-là. On n'est pas allé plus loin. Bon, on a développé il y a quelques années un radar à 30 GHz, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Donc, on a décidé d'adapter des technologies existantes à nos besoins. Voilà. Donc, maintenant, sur la base de ce matériel, les méthodes scientifiques, surtout les applications dont j'ai parlé, les 3 secteurs, les 3 domaines d'activité dont j'ai parlé tout à l'heure,
on va faire de l'acquisition d'images radar en 3D dans des polarisations variées. Donc ici, j'ai mis verticale, 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 horizontale, et ainsi de suite. Bon, les quatre principales pour nous, essentiellement pour l'instant. Et on va donc calculer des estimateurs statistiques à partir d'isolignes. Donc, c'est des niveaux d'écho dans l'image radar. Et cette approche est originale et sera présentée par Dominique tout à l'heure, hein, juste après cette présentation. Je vous donne juste quelques images pour illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, on fait une acquisition d'une image radar en ondes millimétriques, polarimétrique. Alors, par exemple, là, c'est en VH, si vous voulez, mettons. Et puis ensuite, on va calculer des contours, des isocontours de niveau d'écho. On va les traiter et ensuite, on va les représenter. Donc, ça va faire des petites boucles comme ça en 3D qui vont nous permettre de déterminer des zones dans lesquelles l'écho a sensiblement la même valeur. Alors, il faut des seuils, il faut des tolérances. Donc, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Et je vais montrer quelques applications récentes sur cette approche. Donc, premier thème, il y en a trois, hein, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'Internet des objets. Donc, on travaille sur l'interrogation à distance et l'identification également à distance de capteurs qui sont munis d'aucun circuit intégré, on appelle ça chipless, d'aucun fil wireless et passive, ça veut dire qu'il n'y a pas de batterie et il n'y a même pas de rectena pour récupérer l'énergie électromagnétique qu'enverrait un radar, par exemple, qui serait une approche. Donc, on ne fait pas tout ça. On a des capteurs qui sont complètement dépouillés, mais dont l'écho-radar varie en fonction de la grandeur physique qui nous intéresse. Alors, l'objectif, par exemple, quand on fait ça, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des détections longue portée. Bon, tout est relatif, à longue portée pour les capteurs passifs comme ça, qui ne font que rétrodiffuser la puissance ou l'énergie qu'on leur envoie. 50 mètres, c'est déjà très bien, puisque, je rappelle, dans l'état de l'art, ici, les 4 technologies essentielles des capteurs passifs, vous avez les RFID. Les RFID passifs munis de capteurs, bon, les distances d'interrogation, c'est 10 mètres, hein, pas plus. Hein. Les SAW, à ma connaissance, c'est quelques mètres, voire une dizaine de mètres. Alors, j'ai quand même mis un article de 2016. Je vois que Jean-Michel est présent, donc peut-être il le connaît. Donc, c'est un article qui utilise des capteurs SO et ils annoncent des distances d'interrogation de 30 mètres qui m'ont un peu surpris, mais bon, l'article existe. En général, bon, c'est quelques mètres, à ma connaissance. Un environnement contraint, hein, c'est-à-dire avec des réflecteurs, un environnement évidemment qui n'est pas favorable hein, forcément à la lecture de ces capteurs. Il y a des capteurs en ondes millimétriques qui existent. J'ai donné un article ici, mais à ma connaissance, c'est quelques mètres de distance d'interrogation de ces capteurs. Et puis la technologie chipless, c'est-à-dire sans puce pour le coup, alors que la première, le passif RFID sensor, est muni d'une puce. Donc là, à ma connaissance, c'est quelques dizaines de centimètres pour interroger le capteur et l'identifier. Donc nous, les distances d'interrogation que l'on vise, c'est supérieur à 50 mètres et des modes de fonctionnement assez particuliers dans des environnements qu'on appelle sévères, c'est-à-dire de très forte pression, de très forte température, des radiations nucléaires, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre trop d'électronique dans ces capteurs, voire pas du tout. On a de la matière, on choisit de la matière, et les propriétés de réflectivité électromagnétique du capteur bougent en fonction de la dose nucléaire, de la température ou de la pression. Et donc, c'est l'approche qu'on a utilisée. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Mais d'abord, les avantages de cette approche, puisqu'on a quand même fait beaucoup de travaux depuis une dizaine d'années sur ces sujets. Donc, on a des articles sur ce sujet, je pourrais vous les passer si ça vous intéresse. Mais en gros, si j'en fais une synthèse, voilà ce qu'on a obtenu aujourd'hui. On a obtenu donc des distances d'interrogation supérieures à 50 mètres dans des environnements très contraints. Je vous donnerai un exemple très concret dans le slide qui va suivre, dans un couloir, hein, c'est indoor, où on peut identifier le capteur et le lire, alors que ce capteur n'a pas de code barre électromagnétique, n'a pas de puce pour l'identifier, il n'a rien du tout. Il a juste une fluctuation d'écho lorsque la grandeur physique, l'humidité, la température, la pression bougent. Donc, je l'ai dit, hein, sans puce électronique et sans fil. Ensuite, comme les matériaux ont des propriétés en général relativement stables, il n'y a pas de vieillissement des composants et des choses comme ça, on a des durées de vie qui sont extrêmement longues. Les designs sont très compacts, puisqu'il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de fil, et on est en plus en ondes millimétriques. Donc, les dimensions physiques de l'objet sont petites, et ça c'est très intéressant dans certaines applications. Et puis, on a montré que dans des environnements avec un fort clutter, on arrivait à lire la donnée. Alors, les travaux que l'on mène maintenant, c'est plutôt de développer des technologies très bas coût
du style impression à jet d'encre conductrice. Donc, je donnerai un exemple tout à l'heure. C'est une voie qu'on essaie de développer, de la microfluidique aussi, des technologies additives. Donc, on a déjà fait quelques articles sur ces sujets-là. Ça nous semble intéressant. On limite considérablement les coûts et puis ça nous permet d'imaginer des structures 3D dont les propriétés de réflectivité électromagnétique varient en fonction des grandeurs physiques, sans que, évidemment, il y ait de puces, encore une fois, et autres, de fils et autres. Donc, on arrive maintenant à interroger trois capteurs simultanément dans une scène à la fois. Donc, l'objectif maintenant, c'est vraiment d'en interroger une dizaine, d'un seul coup. Alors, pour mesurer la même grandeur physique, ou alors pour mesurer des grandeurs physiques différentes dans un même environnement. Voilà, donc deux exemples. Alors, le premier exemple est celui-ci, c'est celui qu'on a obtenu avec nos collègues de Georgia Tech, Manos Tenseris, laboratoire Antenna. Et alors, c'est très intéressant parce qu'ils ont développé le capteur qui est à gauche, donc qui est sur un capton, avec un réseau de patch. C'est un réseau rétrodirecteur dépolarisant. Vous voyez, le patch a deux sorties, une sortie principale et une sortie sur l'arête adjacente qui crée une polarisation croisée en rétrodiffusion. Et nous, on va aller mesurer cette polarisation croisée en rétrodiffusion. Et cette polarisation croisée, l'amplitude du champ rétrodiffusé va dépendre de l'humidité parce que les propriétés diélectriques du substrat vont dépendre de l'humidité. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, on arrive comme ça à extraire, à partir d'une imagerie radar et le calcul d'isolignes, à avoir un écho-radar, ici en dB, qui dépend de l'humidité. Donc, on est capable, à distance, de dire ces choses-là. Et alors, cette courbe-là, en fonction de l'humidité, a été obtenue à 10 mètres, dans un couloir qui est représenté ici. Et on a fait quelques mesures au-delà de 10 mètres. Il semblerait qu'on puisse lire l'humidité à 58 mètres. Donc ça, c'est un résultat qu'on a publié à l'époque qui, à mon avis, fait référence aujourd'hui. Alors, un autre exemple, c'est celui qui consiste à illustrer un peu les forts clutters électromagnétiques, c'est-à-dire un environnement dont la réflectivité électromagnétique est très forte. Alors, symbolisé ici par des tuyaux métalliques dans une boucle de test à EDF qui s'appelle Everest. Ces boucles de test, bon, alors toute cette tuyauterie est utilisée pour refroidir les centrales nucléaires et elles sont munies de robinets. Et sur ces robinets, il y a des capteurs de pression. Et donc, il faut vraiment contrôler la pression dans ces robinets. Mais on ne veut pas mettre de fil, on ne veut pas mettre de batterie, on veut être capable en continu, sur des périodes très longues, d'aller mesurer les variations de pression au sein de ces robinets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au sein de ces robinets, on va mettre un capteur de pression, des antennes, et on va interroger le dispositif constitué d'antennes et d'un élément sensible par un radar qui est représenté ici. Alors là, on va mettre deux capteurs, par exemple, pour faire une lecture simultanée dans des environnements comme ça, de pression. Et le radar en question travaille à 24 gigas avec deux antennes et un pan-type pour faire du balayage électronique. Donc, je pense que Dominique a prévu de détailler cette application, c'est à mieux. Là, j'ai mis simplement le type d'image qu'on peut avoir issu du radar d'isolignes. Donc, en polarisation, alors, la première lettre, c'est le champ que l'on envoie et le champ qui est rétrodiffusé. Donc, ici, en copolarisation, VV et HH, et en polarisation croisée, on voit bien qu'en polarisation croisée, beaucoup moins d'isolignes extraites, et les cercles, les isolignes qui sont là, représentent les capteurs, les deux capteurs qu'on a placés dans la scène. Donc, ça permet d'identifier, de localiser d'abord le capteur, et puis si on traite bien le niveau d'écho autour de ces isolignes, on arrive à remonter à l'information pression. Alors, deuxième application, il y en aura trois au total, je l'ai dit, c'est au niveau de l'agriculture de précision. Alors là, on est en collaboration avec une entreprise qui développe des solutions pour l'agriculture et notamment pour la viticulture. Dans certaines applications, on a besoin de connaître, avant la récolte du raisin, de connaître une estimation du rendement, c'est-à-dire la masse de raisin qu'on va pouvoir récolter sur une parcelle donnée. Et plus on le fait tôt dans le temps, et mieux c'est. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on peut anticiper la profitabilité d'une parcelle, on peut estimer les pertes qu'on a subies lorsqu'il y a une dégradation par la grêle ou des choses comme ça. Et puis, on peut anticiper la logistique quand on veut faire de la récolte en avance de phase et donc limiter les coûts éventuellement de cette logistique. Une autre application importante, c'est qu'on veut réguler aussi la masse de raisin pour faire
quelques applications de labellisation d'origine contrôlée, par exemple. On se rend compte que si on fait de la quantité, on perd en qualité. Bon, c'est souvent le cas. Voilà. Donc, pour avoir de la qualité, il faut régulièrement enlever des grappes sur un pied de manière à avoir un nombre donné de grappes et donc assurer le label de qualité à la fin. Donc, il nous faut vraiment lire sans contact, à distance, la quantité de raisin dans une parcelle de ce type-là. On appelle ça l'agriculture de précision, puisque l'objectif qui était visé, c'est d'estimer le rendement à 10% près. Donc la valeur vraie, on la connaît après, évidemment, récolte. Hein, on la mesure et on compare les résultats. Alors il existe des solutions, essentiellement il y en a deux, avec des capteurs optiques. Ces capteurs optiques, c'est ancien. La personne qui a proposé ça, selon nous, hein, je pense qu'on n'a pas trouvé de référence plus ancienne. La première publication date de 2006, où les capteurs au sol ont été placés pour estimer le rendement, mais on se rend compte que, bon, avec ces capteurs optiques, la précision n'est pas très bonne, tout simplement parce qu'il y a des grappes qui sont cachées par les grappes de devant, les feuilles, le bois. Et puis ensuite, vous avez des problèmes optiques comme des grappes qui ont la même couleur que le fond, donc il est très difficile de différencier ce qui est une grappe, ce qui est une feuille ou l'environnement. Et puis ensuite, ces techniques de capteurs optiques nécessitent de calibrer les capteurs. Et ça, en pratique, ça peut devenir très, très lourd. Et au niveau satellitaire, ça se fait aussi, mais pour ce qu'on en sait, notamment avec l'indice de végétation, qui est le NDVI, qui est connu des gens qui travaillent là-dessus, à notre connaissance, la précision de mesure au niveau de l'estimation de rendement est plutôt faible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, nous, on a utilisé des radars qui sont placés au sol. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? 10% de précision sur le rendement, on les a. Et puis ensuite, le radar que l'on a réalisé peut être intégré sur des tracteurs, sur des quads, sur des robots, pour faire des mesures à la volée du rendement. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, et qu'on a bien commencé, on a les premiers résultats, si vous voulez, c'est de faire des estimations de rendement pour gagner du temps en plaçant directement donc les capteurs radars sur des objets mobiles, d'une part, et d'autre part, d'estimer le rendement très, très, très tôt au niveau de la croissance du fruit, lorsque le raisin n'est pas complètement, la forme de la grappe n'est pas complètement définitive, pour justement gagner du temps sur toute la logistique dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, un résultat. Donc, ce résultat, c'est donc vous avez la vigne en haut, là, puis le raisin, vous voyez, qui est caché par les feuilles et les choses comme ça. Le radar qui a été utilisé pour cette application, en fait, combine trois radars, trois fréquences. On ne savait pas très bien à l'époque quelle fréquence choisir, donc on a pris 24, 77 et 122. Le radar 122 est ici. Et puis, on a aménagé ces radars pour faire du balayage mécanique et pour faire de la polarimétrie. Et donc, la masse estimée est portée en ordonnée, la valeur vraie en abscisse, et on se rend compte qu'on a une bonne estimation, avec un coefficient de termination qui n'est pas mauvais, donc c'est quasiment linéaire, et puis ensuite une erreur d'estimation qui est inférieure à 10% lorsque la masse récoltée est supérieure à 6 kg, 6-8 kg. Voilà. Au-delà, on peut estimer que la précision de la mesure est la bonne. Donc, tout ça, c'est basé sur des estimateurs statistiques avec polarimétrie ou sans polarimétrie. À 122 gigas, par exemple, on n'a pas eu besoin de polarimétrie pour avoir des estimations à 10% près. Donc, les résultats que je vous montre là, c'est sans utiliser la cross-polarisation. C'est juste en copolarisation, on peut construire un estimateur à 10% près du rendement. Dernière application que je voulais vous montrer, c'est une application que l'on traite en collaboration avec les éthologues. Donc, nous avons le CRCA, le Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse, et puis on a l'Université de Bielefeld en Allemagne, avec laquelle nous travaillons sur ce sujet. Donc, ces éthologues-là ont des soucis pour déterminer la trajectoire des insectes, des abeilles, des bourdons notamment, et des choses comme ça, 3D, de manière à pouvoir étudier leur stratégie pour polliniser les fleurs et comment ils se comportent collectivement en vol. Alors, il existe alors, je ne le savais pas, mais je l'ai appris récemment dans le cadre de cette collaboration. Donc, il existe des technologies radar pour faire ça, sauf que les insectes sont tagués ou ont des transpondeurs sur le dos.
Alors, je vous dis, les transpondeurs peuvent être passifs, mais ils peuvent être aussi actifs. Alors, lorsqu'ils sont passifs, c'est des technologies qu'on appelle de radar harmonique, c'est-à-dire on envoie une fréquence et la rétrodiffusion se fait à 2 fois la fréquence qu'on a envoyée. Donc, il y a un élément non linéaire qui charge une antenne au niveau du bourdon, sauf que, bon, c'est gros, 1,5 cm et ça pèse. Donc, on ne sait pas l'impact de ce transpondeur sur le comportement des bourdons. Et pourtant, la plupart des articles, c'est ça, hein, aujourd'hui. C'est sur cette technologie-là. La radiotélémétrie, en plus, il y a une batterie. Donc, c'est plus gros et c'est plus lourd. Ensuite, le problème de le radar harmonique, c'est que vous faites du tracking en 2D, c'est-à-dire dans un plan. Donc, c'est un radar marine qu'ils utilisent essentiellement, qui tourne comme ça avec un faisceau dans un plan. Et donc, ils font de la détection 2D. Quand le bourdon coupe le plan, paf, il y a une détection. Il coupe une autre fois, paf, il y a une autre détection, et ainsi de suite. Donc, ils arrivent à perdre évidemment la trajectoire, hein, comme ça. Et ils ont une détection tous les 3 secondes à peu près. Pareil pour la radiotélémétrie, c'est du tracking 2D. Alors, pour la vision, il y a du tracking 3D. Mon collègue travaille beaucoup là-dessus, Mathieu Lioro, et c'est un spécialiste de ces choses-là. Sauf que les volumes sont petits de détection. Là, vous avez une image avec des insectes qui sont détectés à la vue. Moi, c'est automatisé, hein, mais les volumes de détection sont relativement faibles. Voilà. Donc, on a mis au point une stratégie où le bourdon n'est pas tagué, où l'insecte n'est pas tagué, il n'a pas de transpondeur, il n'a rien. Donc, il rétrodiffuse en lui-même en fait, l'onde qu'on lui envoie. On est capable de faire quand même du 3D et on peut détecter plusieurs insectes à la fois. Sauf que, on a testé ça, donc je vous montrerai un exemple dans ce qui va suivre, ce sera mon dernier exemple. Sauf qu'on n'arrive pas à avoir des détections au-delà de 2,50 m, typiquement. Donc, pour les applications, il faut 100 mètres. Hein. Donc, on est sur des pistes pour avoir 100 mètres, si vous voulez, mais sans tag, évidemment, sur l'insecte. Le volume aussi, on essaie de le maximiser, bien sûr, au maximum. Mais actuellement, il est surtout de 1 mètre cube avec notre application, ce qui limite quand même considérablement l'intérêt du radar par rapport aux solutions vidéo quand même. Et puis surtout, on veut beaucoup plus de détection par seconde pour ne pas avoir de biais dans l'estimation des trajectoires de plusieurs insectes. Alors, je vais vous donner une application de ce qu'on fait, voilà, qui est assez récente. Donc, pour l'instant, voilà, on a un radar ici qui est là-haut, hein, un radar à 77 gigas, MIMO, et ici un réflecteur métallique tournant, une plaque métallique qui tourne, qui fait balayer le faisceau, si vous voulez, dans l'espace, comme ça, et là, vous avez les ruches. Dès qu'un bourdon sort, hop, il est détecté, et là, vous avez un premier résultat, vous avez simultanément deux bourdons, 2 trajectoires hein, détectées à la fois. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de voir la précision de la mesure. On essaie d'avoir des stratégies pour mesurer, pour avoir une valeur vraie, parce qu'on n'a pas la valeur vraie. On voit juste qu'il y a effectivement un bourdon qui est sorti, qu'on arrive à avoir une trajectoire, mais on ne confirme pas forcément qu'on a la bonne. Voilà. Mais enfin, bon, on en est là aujourd'hui. Et voilà, donc pour terminer, donc je voulais dire sur ce projet-là, on a un projet ANR là, qui est en cours, et j'espère qu'on aboutira d'ici 2 ans à avoir au moins une portée supérieure à 2,50 m, qui serait visée dans le cadre du projet, c'est 15 mètres. Donc ici, j'ai mis par ordre alphabétique nos collègues, tous ceux qui ont participé aux travaux que je viens de lister à l'instant. Voilà, je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation. On va peut-être regrouper les questions avec celles sur la présentation de Dominique après qu'il l'ait faite. Parce qu'il pourrait y avoir des doublons, je pense. Tout à fait, oui, c'est vrai. Bon, on s'est coordonné un petit peu, mais effectivement, comme je l'ai annoncé, il va y avoir quelques redites.